Pour en parler, 3 invités de prestige. Edwige Alopo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice d'école et collège à Asnières, réseau Espérance Banlieue. Anne Lambert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également, philosophe spécialiste du numérique. Et David Lelon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être aussi sur le Grand JT, référent national collège pour le SE UNSA. Environ 50 000 élèves testent l'école sans portable en cette rentrée. Cette interdiction a été formulée par Nicole Belloubet lors de sa conférence de presse de rentrée. Mais les portables sont déjà interdits à l'école et au collège. Et ça ne date pas d'hier, puisque ça date de 2018. Alors pourquoi ça n'a jamais été appliqué très clairement? Quelqu'un a un avis sur la question? Anne Edwige Alopo, pardon, Anne. Alors je pense que c'est une mesure qui n'est pas très facile à appliquer dans des gros établissements, mais c'est quand même faisable. Dans mon établissement, c'est un collège dans lequel c'est déjà appliqué depuis déjà une dizaine d'années. Ah oui, vous étiez même en avance finalement sur votre exactement. temps. Pourquoi vous vous êtes rendu compte dès le départ que c'était nocif? Oui, je pense que tout le monde sait que c'est pas excellent pour les enfants d'avoir accès à un téléphone portable et que c'est une tentation. Des établissements, voilà, et que c'est une tentation qui existe. Et du coup, le fait de pouvoir le donner en entrant le matin, ça permet d'éviter toute tentation et donc de se concentrer sur les apprentissages. David Lelon, pourquoi ça n'a jamais été appliqué? Alors, jamais appliqué, je vais nuancer un petit peu. Pour nous, l'application de cette loi, depuis 2018, elle se passe dans la majorité des établissements. Elle peut localement être difficile à appliquer. C'est assez étonnant parce que alors, les élèves ne disent pas ça du tout. Alors, les élèves quand on leur pose la question, ils disent tous « Non, moi je l'ai mon portable ». Alors peut-être parce qu'il faut nuancer. Vous disiez au début que la loi 2018 interdisait le portable, elle interdit son usage. Oui. Nuance, c'est important puisque le portable n'est pas stocké dans un lieu autre que la classe spécifique, mais bien il est censé être rangé au fond du sac éteint. Et pas dans la trousse. Et pas dans la trousse. Et il peut être utilisé à des fins pédagogiques. Donc oui, on peut concevoir effectivement que dans certains lieux d'enseignement, il soit difficile d'appliquer cette loi. Maintenant, on ne sera pas tout à fait d'accord sur le fait que ça se passe partout. Anne Lambert, qu'est-ce qui pose problème avec le portable? Pourquoi on en parle tant? Ce qui pose problème, en fait, c'est pas tant le téléphone portable en tant que tel, c'est l'économie de l'attention sur la base de laquelle se fondent, en fait, toutes les entreprises privées qui sont, disons, à l'origine des réseaux sociaux commerciaux dominants sur lesquels se connectent la plupart des élèves et des étudiants aujourd'hui et qui fondent leur modèle d'affaires sur la capture de l'attention, en fait. Et ça, c'est une menace, évidemment, puisque le rôle de l'école, en fait, c'est de former l'attention. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction entre ces industries numériques, je ne parle pas du numérique en général, je parle de quelques entreprises privées hégémoniques qui captent l'attention des jeunes générations et la fonction de l'école qui est de la former. Cela dit, il ne suffira pas pour régler ce problème d'interdire le téléphone portable à l'école, bien évidemment, puisque la cause du problème, justement, ce n'est pas le téléphone portable, c'est certains modèles d'affaires, certains modèles économiques. Alors, certains modèles économiques, et finalement on dit portable, mais on devrait dire smartphone. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant le fait de pouvoir appeler qui pose problème, c'est le fait de pouvoir être captif sur les réseaux sociaux. Anne Lambert. Oui, tout à fait. C'est, de toute façon, on appelle aujourd'hui téléphone des objets techniques qui n'ont rien de téléphone. En réalité, c'est plus des ordinateurs. Enfin bon, voilà. Donc, ce qui pose problème, effectivement, c'est cette hyper-connexion et cette capture de l'attention. On peut utiliser technologies numériques de manière tout à fait différente, quand on pense à une encyclopédie collaborative comme Wikipédia, quand on pense à des web radios, quand on pense à le fait que des jeunes puissent faire des vidéos, etc. Et dans cette mesure-là, il faudrait que le numérique sous cette forme puisse rentrer peut-être à l'école pour inventer de nouvelles pratiques contributives du numérique. Ce qui est dangereux, c'est vraiment cette économie de l'attention. Alors, cette expérimentation, est-ce qu'elle est venue aussi du fait qu'il y a un rapport qui a été remis par des experts auprès du président en printemps dernier et qui préconise de nombreuses choses, notamment l'interdiction des portables à tous les enfants de moins de 11 ans, de limiter l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans. On voit aussi qu'ils ont noté plusieurs choses, notamment on parlait de la concentration et on va y venir en détaillant ces points. Est-ce que c'est ça aussi qui a fait que politiquement, peut-être les choses ont un peu bougé? Certainement. Certainement. Nous, on sait que pour des élèves de primaire, l'accès à des téléphones
même en dehors de l'école, c'est pas bon. Donc ce rapport-là permet de, nous, en tant qu'école, en tant qu'établissement scolaire, je pense qu'on a vraiment le devoir d'aider les parents et d'aider les enfants pour pouvoir se concentrer, travailler. Et ça, on ne peut le faire que main dans la main, tous les adultes, auprès de nos jeunes, je pense vraiment. Vous êtes d'accord avec Edwige Jalopo? C'est pas bon, les téléphones portables, David Lelong? Alors, son usage... En dehors de l'école, je parle. En dehors de l'école, effectivement, l'usage du portable, de toute façon, qu'il soit dedans ou dehors, pour des jeunes, doit absolument être apprécié vraiment avec précaution. Vous disiez très justement à l'instant que l'important, c'était effectivement la présence d'adultes. Ce que cette mesure ne réglera pas, justement, c'est l'encadrement de nos élèves qui ont fort besoin aujourd'hui d'être encadrés par des personnels de surveillance, des psychologues de l'éducation nationale, des CPE, des AED, qu'on va mobiliser justement pour le stockage de ces téléphones, alors qu'ils pourraient avoir des missions bien plus passionnantes et utiles pour les élèves. Et c'est bien ça qui pose un problème pour nous dans cette mesure, qui n'effacera pas le problème, qui risque au contraire d'en créer d'autres dans des établissements où justement ce problème-là n'est pas la priorité. Alors que nous venons de vivre une nouvelle rentrée. Ça a été rappelé, nous sommes actuellement audités au Sénat, donc auprès des députés, pour faire un bilan de cette rentrée qui se passe encore une fois avec des enseignants qui ne sont pas tous au complet. Bien sûr, beaucoup d'autres problèmes bien plus importants, évidemment. Quand on parle de ce sujet-là, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, on parle de l'importance ou pas, enfin, en tout cas de l'existence ou non des téléphones portables à l'école, vous parlez effectivement de la surveillance et de ce point de tous les personnels qui vont devoir être mobilisés pour cela, ça c'est un premier point. Il y a aussi effectivement, du coup, qui dit surveillance, dit punition. Jusqu'où on va aller, Anna Lambert? Alors ça, écoutez, je ne peux pas du tout vous répondre précisément, puisque je crois que c'est encore une expérimentation, donc on va voir. Je crois néanmoins que la punition n'est vraiment pas une bonne solution sur ce point, parce que ce qui compte, en fait, c'est d'expliquer les raisons d'une telle interdiction, sans quoi personne ne va comprendre. Et vous savez, quand vous êtes un petit peu dépendant ou accro à quelque chose et qu'on vous l'interdit, vous n'avez qu'une envie, en fait, ça devient obsessionnel, vous avez envie de le consommer, quoi. Donc, je pense que là, il faut faire très attention. Une interdiction, ça peut être utile, si vous voulez, parce que ça permet de mettre dans le débat public un problème qui est un problème grave, à mon avis. Donc, pourquoi pas? Bon, mais il ne faut pas que ça devienne de la démagogie, si vous voulez. Le point, c'est de faire réfléchir les élèves, les étudiants et les enseignants à cette question. Donc, de créer, par exemple, des débats au sein, je ne sais pas, des collèges, des lycées, pour, par exemple, que tout le monde réfléchisse ensemble, avec éventuellement les parents, avec l'intervention de chercheurs, d'acteurs de l'extérieur, que chacun puisse proposer, peut-être à son échelle localement, je ne sais pas, des chartes du numérique, par exemple, dans tel ou tel établissement. Vous voyez, parce que si on interdit tout à tout le monde en même temps, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et surtout, une loi ne peut être respectée que quand elle a été, disons, formulée, comprise par la personne à qui on demande de la respecter. Donc là, je pense qu'il y a aussi un exercice peut-être démocratique à faire au sein de l'éducation nationale pour que cette interdiction n'apparaisse pas comme tombant du haut et demeure incomprise par ceux qui sont concernés. Bien sûr, et on l'entend très bien, effectivement, c'est l'importance de cette réflexion qu'il y a autour de l'usage du téléphone portable. Bien que je reviens quand même sur mon point, s'il y a une interdiction et une expérimentation, forcément, s'il y a surveillance et qu'il n'y a pas de punition, est-ce que ce sera réellement observé, David Lelong? Moi, je pense que ce qui vient d'être dit est assez éclairant. En fait, on ne peut pas prendre cette mesure comme un prétexte pour tout régler, dans la mesure où effectivement la sanction elle doit être expliquée pour être comprise. L'interdiction, elle peut être très mal vécue par des élèves justement qui ne posent pas de problème par rapport au respect de cette loi de 2018. Pour nous, ils sont très nombreux, fort heureusement. C'est un peu le principe de la punition collective où finalement, pour quelques-uns qui dysfonctionnent, eh bien, tout le monde finalement est sanctionné. Je pense que cette éducation, il faut quand même elle doit passer obligatoirement par des adultes, par une éducation efficace au numérique, aux médias. Et le temps de l'éducation, et c'est la ministre qui le disait, il n'y a pas si longtemps, c'est du temps long. Or, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on vit depuis quelques années, c'est un empilement de mesures qui ne laissent pas le temps au terrain de s'en emparer, qui ne sont pas d'ailleurs prises en concertation avec le terrain, qui sont déconnectées des réalités
des collègues et des élèves et qui donc manquent leur cible. Vous partagez ce point de vue, Edwige Jaloppo ? Plus ou moins. C'est-à-dire que moi, je pense que si on explique bien, si on est tous d'accord, nous, enseignants, chefs d'établissement, parents, il faut qu'on arrive à aider les enfants à se libérer comme d'une addiction, qui vont à se libérer. Et bien dans ces cas-là, nous pouvons mettre en place des mesures fermes avec la sanction qui va avec, mais tout le monde va adhérer en fait, que ce soit les enfants, les parents, tout le monde, si tout le monde est conscient que c'est pour la bonne cause, en fait, il n'y a pas de problème derrière à sanctionner, à dire, écoute, là, votre téléphone, vous l'avez gardé, eh bien, vous n'aviez pas le droit, donc il y aura, vous le récupérez à la fin de la semaine, c'est en accord avec vos parents qui adhèrent au projet, en fait. Le problème de la sanction, effectivement, pose un problème d'abord philosophique, et vous venez d'en parler, Anne Lambert. Deuxième, effectivement, de la surveillance. Troisième, du budget. Il y a aussi se dire, d'accord, au départ, les téléphones portables doivent être rangés dans les sacs. Or, là, on va un petit peu plus loin, puisqu'on se dit qu'il faut déposer peut-être le téléphone à l'entrée de l'établissement. Donc, ça veut dire dans des casiers ou dans des pochettes. Qui va payer ça ? C'est la question. Vous le faites ? Alors nous, on le fait. On a des boîtes. Voilà, ça nous a coûté vraiment rien du tout. Et on range la boîte. Ça veut dire quoi, rien du tout ? Enfin, on a récupéré des boîtes fermées, des boîtes de gâteaux, par exemple, voyez. D'accord, ok. Donc, par classe. Et alors, du coup, c'est peut-être pas la sécurité optimum. Donc, effectivement, peut-être que pour plus de sécurité, il faut... mais c'est dans le bureau de la vie scolaire, en surveillance complète tout le temps. Donc, on n'a jamais eu de problème en disant de vol de téléphone ou quoi que ce soit. Ce sont des moyens humains, en fait, qui sont mobilisés davantage que des moyens financiers, de votre côté. Même pas. Enfin, on n'a pas une personne de surveillance de téléphone. C'est juste que la personne, elle est toujours là. Elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Faire, non ? Oui, mais bon, comme les boîtes sont sous son nez, il n'y a pas de... Oui, David Leland, une réaction ? Alors, le coût, je crois que c'est l'association des députés qui avait estimé la généralisation de cette mesure aux quelques 7000 collèges français à 130 millions d'euros, je pense. C'est assez édifiant quand on sait justement la politique de rigueur qu'on est en train de vivre, et y compris dans l'éducation nationale. Le coût est considérable. Pour certaines expérimentations qui vont effectivement réussir parce que les lieux de stockage sont présents, parce qu'on a les mallettes, parce qu'on a les casiers, parce que c'est expérimenté sur un niveau de classe, par exemple des 6e, parce que c'est expérimenté par des établissements de moins de 200 élèves ou 300 élèves, forcément que là, le coût sera moindre. Maintenant, pour exercer depuis 20 ans en région parisienne, je peux vous dire que j'ai pas beaucoup mis les pieds dans des établissements de moins de 600 élèves. Et quand on veut généraliser une mesure qui est pour l'instant une expérimentation, mais dont la généralisation est prévue pour janvier prochain, c'est très bientôt, ça pose des questions évidemment sur le coût, puisque le coût reviendra au collège et reviendra aux collectivités. Au département. Au département, bien sûr. Une réaction, Anne Lambert ? Ouais, sur le budget ? Non, alors, pas spécialement sur le budget, mais disons plutôt sur la cohérence globale de cette politique. Parce que, si vous voulez, effectivement, il y a la question de la mise en œuvre. C'est bien de faire des grandes propositions un peu générales, mais il faut penser ensuite concrètement comment on les met en œuvre. Et puis ensuite, il y a la question de la cohérence globale. C'est-à-dire que la cause de ce problème, c'est quand même les modèles d'affaires de certaines entreprises privées. Et là, on a des moyens de les réguler, on a des moyens de légiférer qu'il faudrait aussi mettre en œuvre pour que la société comprennent, si vous voulez, pourquoi on propose de telles interdictions. Sinon, on se retrouve dans une position un petit peu schizophrénique, si je puis dire, où d'un côté, on interdit, on fait peser toutes les interdictions, si vous voulez, sur les enseignants, sur les jeunes, sur les parents, alors qu'en fait, le véritable problème, je veux dire, on en connaît la source et on peut agir là-dessus et on n'a pas besoin d'un budget. D'autant qu'il y a une loi sur le numérique qui est passée, que ça a joué évidemment sur les réseaux sociaux, enfin ça a joué, en tout cas, sur la mentalité, disons, sur la réflexion qu'on avait à ce sujet. Voilà, c'est ça. Et puis
c'est des réglementations aussi européennes qui vont devoir être appliquées pays par pays. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe complètement de problème sur ce sujet. Dans le rapport dont je parlais, effectivement, qui a été remis au président au printemps dernier, il y avait plusieurs choses donc relevées. Je vous ai dit l'interdiction des téléphones à un tel âge ou des réseaux sociaux, et surtout l'impact finalement sur les élèves, sur la concentration. On a commencé à aborder ce sujet et on va parler des autres ensuite. J'aimerais juste parler de cette concentration. Quand vous dites que ces élèves ont déjà, vous de votre côté, David Lelon, ce que vous avez en tout cas vu, ces élèves qui respectent effectivement les téléphones dans les sacs, qui ne les sortent pas à la récré, qui ne les sortent pas à la pause, qui n'essayent pas pendant la classe de pouvoir envoyer un texto ou autre. Est-ce que réellement on voit un impact sur la concentration ? Alors très certainement que la concentration ne peut qu'être améliorée. D'ailleurs, on n'est absolument pas du tout en opposition avec les motivations qui ont précédé, qui ont motivé les motivations qui président à cette mesure. Simplement, là encore, voilà, on pense que pour cette concentration-là, en classe, évidemment que le portable, mais encore une fois, il est autorisé pour les usages pédagogiques, donc il faut aussi pouvoir le faire. Donc le fait qu'il soit éteint et rangé au fond du sac, forcément, c'est mieux qu'il soit allumé dans la trousse, ça, on est bien d'accord. Maintenant, les élèves aussi, posons-nous la question de ce qui se passe aussi après l'école. Un élève qui a été privé de son smartphone toute une journée, alors c'est constaté au Chili, j'ai lu quelque part, qu'il a plus tendance... Frénésie, en fait, après. Voilà, après, voilà, on va compenser, et peut-être qu'à l'heure du coucher, on va réactiver les notifications des réseaux sociaux. Le problème, on va le déplacer finalement à la maison. Alors, c'est peut-être aussi des conséquences auxquelles il faudrait réfléchir. Oui, c'est une réflexion effectivement globale, ce que vous disiez sur l'utilisation finalement des réseaux sociaux dans leur globalité. Autre sujet qui est très important, c'est le harcèlement et le cyberharcèlement. On se dit que, et c'est dans le rapport encore une fois, parce que c'est pas moi qui le dis bien sûr, c'est une façon de gérer, de diminuer le cyberharcèlement que, effectivement, de pouvoir adopter cette mesure. Alors, forcément, vous parliez de retour chez soi. Le cyberharcèlement, on sait très bien qu'il continue à la maison, justement, et en dehors des cours. Et il continue, et je dirais même que le cyberharcèlement se pratique surtout hors temps scolaire, lorsque les jeunes sont devant leur ordinateur ou sur leur téléphone à la maison, ou réunis entre élèves harceleurs, entre guillemets, en dehors du lieu d'enseignement. Si effectivement cette mesure permettait de mettre fin à ce fléau, alors évidemment qu'on la soutiendrait sans aucun problème. Mais on sait très bien que ce ne sera pas la solution. Vous travaillez avec le numérique, Edwige Alopo Oui, bien sûr, on a des écrans dans des tableaux numériques dans les classes de collège, et évidemment. On pense que c'est très important, on n'est pas du tout dans une optique de supprimer tout numérique. En revanche, vraiment d'être vigilant et de faire prendre conscience à nos jeunes que ça peut être un danger, voire un fléau, justement, dans ces cas Comment, quand vous travaillez avec les élèves sur le numérique, oui. Vous travaillez de quelle manière par exemple, sur quel sujet en cours d'histoire, on peut montrer une vidéo en lien avec le sujet abordé. Alors ça, une vidéo, c'est pas le numérique, parce que la vidéo, ça fait très longtemps. Moi-même, j'étais enfant, on regardait des vidéos. En anglais, où on peut avoir des tableaux où on écrit les réponses, et on a tout ce genre de choses, c'est ça dont vous parlez. Ou bien la formation au codage ou des choses comme ça. Oui, par exemple. Oui, on fait tout ça, mais pas avec les téléphones. D'accord. C'est compatible. Alors, tu avais une distorsion là-dessus. En fait, je dirais qu'il y a une distinction importante quand on parle du numérique et de l'école. C'est la distinction entre les équipements numériques d'une part et la culture numérique d'autre part. Et ce qu'on propose, le fond aussi. Voilà, c'est ce que j'entends un peu par la culture. Parce que par exemple, vous pouvez très bien apprendre ce qu'est un algorithme sans utiliser aucun écran. Je veux dire, l'écran n'a pas vocation à remplacer le papier, si vous voulez. C'est pas du tout la question. La question, c'est que nous entrons dans une époque qui va être dominée par l'intelligence artificielle générative, que malheureusement nous n'y comprenons en tant que citoyens pas forcément grand-chose, et donc il serait sans doute temps d'introduire dans les programmes scolaires des disciplines comme l'histoire des techniques, l'anthropologie des techniques, l'histoire de l'informatique, etc., pour former en fait les futurs citoyens à la mutation technologique, industrielle que nous sommes en train de vivre. Ça me semble une question beaucoup plus importante que celle de savoir si on va mettre des tableaux numériques ou si on va utiliser des tablettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que cette question, on la pose
pas assez parce qu'on se focalise sur des questions d'équipement, même si je suis tout à fait d'accord avec le fait que le portable, s'il reste hors de la classe, c'est très bien pour la concentration, parce que comme vous l'avez dit, ça a des effets extrêmement nocifs. Mais ça ne nous empêche pas de poser la question aussi de l'éducation aux médias, par exemple, qui devient fondamentale, alors que voilà, on va être bientôt envahi de deepfake, etc. Donc il faut bien pour ça aussi manipuler, si vous voulez, des technologies numériques, voilà, sinon on ne sait pas de quoi dans on parle. Un certain cadre, exactement. Sinon on se fait manipuler par elle, justement. Donc ça, c'est aussi une question à poser. L'éducation aux médias devrait être renforcée au moment même où on interdit les téléphones portables. C'est pas contradictoire, en fait. Tout à fait. Dans le rapport, on peut lire que les écrans ne sont pas nécessaires au bon développement de l'enfant. Et le rapport montre d'ailleurs qu'Internet peut favoriser des comportements violents. Une réaction par rapport à ça? Non? Je suis d'accord. Oui, c'est pas du tout nouveau. Je veux dire, enfin, nous, on a publié un rapport au sein du Conseil national du numérique en 2022, mais qui n'était pas nouveau non plus, sur l'économie de l'attention. On observait ce type de phénomène. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux dans les années 2000 qui montrent que le passage des médias imprimés littéraux aux médias numériques affectait très profondément les processus cérébraux et évidemment les capacités psychiques comme la mémorisation, la concentration. Donc oui, je pense que c'est nécessaire d'avertir, mais ce sont maintenant des choses bien connues. Bien connu, en effet. Écoutez, voilà, c'est le débat du jour. On verra en janvier 2025 ce qui va se passer. On en reparlera d'ici là. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau. Edwige Alopo, Anna Lambert et David Lelon. Merci. Merci. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Chaïvis, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais c'est moi qui suis honorée. Vous êtes professeure et tiktokeuse. 7 millions d'abonnés. Au départ, j'y croyais pas. Je me dis 7 millions, c'est possible ça, 7 millions. Il y a 12 millions d'élèves, ça veut dire mais qui regarde? Pratiquement tous. Et en fait, une vraie star des réseaux sociaux, on imagine que la majeure partie, ce sont évidemment des jeunes, ceux que vous suivez, ceux qui vous suivent. Et puis aussi, et certainement, des profs. Parce qu'il y a l'effet de mimétisme et savoir vraiment ce que l'on ressent. Vous connaissez très bien le métier parce que je le disais, vous étiez prof, vous êtes en disponibilité en ce moment, mais oui. Vous êtes prof en SECPA et en Ulysse. Et vous adorez aussi jouer la comédie, ce qui fait que ça peut donner ça, regardez. C'est Anne. C'est Shaun. Ok, Shaun, excuse-moi. Ensuite, Kevin. C'est Kevin, à Y au lieu de E plus stylé. Ok, Camélia. C'est Camélia, y a pas d'accent. Ok, Michel. Michael, c'est H, ça fait Q. Ok, Laurane. Non, c'est Laure-Anne. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, Laure, plus loin, Anne, j'ai un prénom composé. Ah, ton prénom c'est Laure-Anne? Ouais, ça pose un problème? Non, des fois il y a des modes de prénoms. Qu'on comprend pas. Chaïvis, je suis pas prof, mais vraiment, ça pue la réalité. Je peux pas dire un autre mot. Ah mais complètement, c'est vraiment ce qu'on vit en fait. Bon là, la réaction des élèves est un peu exagérée, mais c'est clairement ça. Pas tant que ça en fait. J'avais l'impression de voir mon fils sur certaines vidéos lorsqu'il est rentré de son premier jour de rentrée. Je suis pas avec un tel, etc. Enfin, je vais pas le faire moi parce que vous faites beaucoup mieux que moi, mais vraiment, faut regarder sur TikTok, c'est absolument génial. Et c'est aussi ce que je disais, c'est le ressenti finalement des profs. Est-ce que les profs vous écrivent, d'enseignants, et vous disent mais c'est génial parce qu'en fait c'est ce que je ressens et je suis tellement perdue, je me sens seule et en fait grâce à vous, je me sens un peu moins seule. Eh ben, j'ai des retours en fait d'enseignants qui me disent ah mais j'ai complètement vécu la même chose, etc. Donc ça fait plaisir et je garde évidemment un lien avec mes anciens collègues pour en fait avoir aussi des petites anecdotes. C'est vrai que cette année je suis pas au contact des élèves et donc des fois c'est pas toujours facile d'être toujours à l'affût de l'actualité et donc ils me racontent un petit peu aussi leurs anecdotes, ce qu'ils vivent en classe, donc j'ai toujours ce lien avec les enseignants en fait. Alors pour pouvoir partager ce quotidien, raconter évidemment les anecdotes, pour pouvoir comprendre ce qu'est effectivement le milieu de l'école et du collège, puisque c'est ça essentiellement que vous racontez, le lycée aussi, mais c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens. Évidemment, ce livre, Réussir mon année avec Chaïvis, qui est paru chez Michel Lafon, dont on va parler dans quelques secondes. Mais il y a aussi, surtout, la comédie. On parlait de TikTok là. Cette passion, cette façon de raconter ces moments-là, c'est ce que vous aviez envie de faire, mais très très jeune? Oui, en fait, j'ai toujours voulu faire du cinéma, un petit peu comme les enfants, toujours le rêve de cinéma. Et c'est vrai que j'étais un petit peu introvertie et mes parents m'ont inscrite en fait au théâtre. Et j'ai fait du théâtre très très jeune, j'ai dû commencer 8 ans je crois. Et j'ai fait 6-7 ans de théâtre.
Et ça m'a vraiment en fait aidé à développer ma personnalité, à avoir plus confiance en moi. Et donc j'ai des restes et je me suis dit que ça pourrait être super de mettre en scène des situations de classe en théâtralisant. Et en fait en dédramatisant finalement tout ce qui se passe en classe. Comment réagissent tous ceux qui vous suivent ? Alors, bon, j'avais mes élèves qui suivaient mes vidéos, donc ça les fait marrer, surtout qu'ils sentent que je m'inspire beaucoup d'eux. Mais j'ai l'impression qu'il y a des bons retours, en tout cas, et ils se retrouvent dans certaines situations. Alors, pas tout le monde, évidemment, hein, mais globalement, ils me disent « Oui, j'ai vécu ça avec mes parents, j'ai vécu ça en classe. » Donc, c'est pas mal, ça motive aussi. Ils ont surtout l'impression que vous les comprenez, non ? Je parle aussi bien des profs, d'ailleurs, que des élèves. Sentiment, souvent, on a l'impression qu'il y a une énorme dichotomie entre les enseignants et les élèves, qu'ils se sentent incompris, qu'ils n'ont absolument aucune marge de manœuvre finalement que leurs élèves, et les élèves eux-mêmes se disent mais enfin bon, il est dans une autre sphère, quoi. Il ne comprend pas ce que c'est que de se lever à 7h du matin et de rentrer à 19h le soir à la maison et de faire ses devoirs. C'est ça. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les enseignants se rendent compte en fait de l'importance des réseaux sociaux, puisque les jeunes, ils sont quasiment tous, et donc beaucoup d'enseignants essayent de faire le lien, comme moi, d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour transmettre des valeurs positives, pour garder ce lien et leur montrer qu'en fait on n'est pas si différents d'eux, on a vécu les mêmes choses, on est passé par énormément d'épreuves que eux vivent au quotidien, donc on garde ce lien et on crée cette relation de confiance qui fait qu'ils ont vraiment le sentiment qu'on comprend en fait ce qu'ils vivent. Réussir mon année avec Chaiviz, la prof aux 7 millions d'abonnés. Alors voilà, gérer son stress, améliorer ses résultats rapidement, acquérir des méthodes d'apprentissage, donc paru chez Lafon. Évidemment, vous donnez des conseils, j'imagine, en méthodologie, des sortes de tips pour pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender certaines matières. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre aussi dans ce livre ? Alors, donc, comme vous dites, la première partie, c'est plutôt des conseils scolaires à appliquer. Donc, des conseils aussi, il y a du bon sens, il y a de l'analyse. L'organisation ?